Bonjour et bienvenue dans ce cours sur l'économie de l'entreprise. Au programme de cette année, nous allons avoir donc ce diapo d'introduction où nous allons parler de l'activité économique, des agents et des agrégats. Ça va être plutôt une introduction pour poser des termes et des définitions de base. Puis nous aurons un premier chapitre sur les courants de la pensée économique. Ensuite, nous continuerons avec les politiques économiques, puis les marchés. Et enfin, nous finirons avec la consommation et le producteur. Donc, pour commencer, en termes d'introduction, nous allons voir les 3 niveaux d'études en économie. La microéconomie, la mésoéconomie et la macroéconomie. La micro, comme son nom l'indique, micro, ça va être la plus petite échelle d'études de l'économie. Donc on va s'intéresser plus particulièrement aux individus. Donc on verra ce qu'on entend par un individu. Il y a quand même plusieurs niveaux de détail au sein de ça, mais majoritairement on va parler des ménages et donc plutôt du consommateur par exemple. La macroéconomie à l'opposé, comme son nom l'indique, pareil c'est une grande échelle. Donc on va être plutôt sur un niveau alors pays ou même monde ou même par exemple l'Europe ou des choses comme ça. Donc on va être sur des très grandes grandeurs. Entre les deux, nous avons la mésoéconomie qui va plutôt se concentrer sur un regroupement d'acteurs, comme par exemple une entreprise ou encore une filière. On parle par exemple de la filière du tourisme, beaucoup en Bretagne. Voilà. Ça peut être aussi un secteur d'activité, le secteur tertiaire, des choses comme ça. Donc maintenant, pourquoi l'économie? Ce qu'il faut bien comprendre, l'économie, ça se base sur une activité humaine. L'activité économique se base sur l'homme et l'homme a des besoins. Alors des besoins qui vont être extrêmement nombreux et surtout extrêmement variés. Chaque individu va avoir des besoins qui vont être différents de celui de son voisin par exemple. Et l'idée, le but même de la vie, on va dire, va être de satisfaire ses besoins. Donc il y a des besoins relativement primaires, c'est ce qu'on va appeler notamment les besoins physiologiques, se nourrir, dormir, boire, respirer, des choses qui nous sont essentielles et sans lesquelles on ne peut pas vivre de façon juste clairement physiologique en termes de corps. Et ensuite, il y a d'autres types de besoins. Ça va être le besoin, par exemple, de s'instruire, le besoin de loisirs. Alors, vous imaginez bien que dans les loisirs, entre chaque individu, il va y avoir des besoins qui vont être extrêmement différents. Entre ceux qui préfèrent aller au cinéma, faire du sport, jouer, que sais-je, lire, faire de la musique, etc. Et donc, pour satisfaire tous ces besoins, en face, il va y avoir ce qu'on appelle des ressources. Et les ressources vont être de plusieurs ordres, et en l'occurrence, on va avoir des ressources qui vont être gratuites ou non, mais en tout cas, il va y avoir forcément à un moment donné des choix à faire. Des choix parce que, par exemple, un bien peut être mal réparti dans l'espace. Donc, par exemple, en France, on ne produit pas de bananes, par exemple. Si vous, dans votre besoin de nourriture, vous ressentez ce besoin de manger des bananes, vous allez donc devoir vous procurer des bananes. Il est très difficile de se promener dans la rue et de trouver un bananier chez nous. Et donc, ça engendre un besoin qui est l'import de bananes. Parce que voilà, c'est pas ce qu'on produit chez nous. Et donc forcément, je prends cet exemple-là, mais vous imaginez qu'il y en a des tas d'autres, va entraîner différentes choses, et notamment différents arbitrages à faire. Donc par exemple, est-ce que je vais avoir les moyens du coup de me dire que je vais payer une banane qui est importée de l'autre bout du monde, etc. Alors qu'en me promenant, je peux aller cueillir une pomme à côté de chez moi. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Ça peut être aussi, parce que là du coup je suis plutôt sur un bien du coup de consommation, on parlera plutôt là en termes d'avantages financiers, mais ça peut être aussi des arbitrages de temps. Par exemple, mon loisir c'est de faire de la musique.
Très bien. Mais en termes de temps, est-ce que j'ai le temps d'apprendre 15 instruments de musique dans ma vie? Peut-être pas. Donc peut-être qu'il va falloir que j'arbitre quel instrument de musique j'ai envie d'apprendre en priorité. Et tous ces petits arbitrages, on va effectuer des choix qui vont être déterminés en fonction de ce qu'on va appeler une utilité. Je vais déterminer quelle utilité ça va m'apporter. Et je vais faire du coup un arbitrage en fonction de cette utilité-là. Voilà. Donc vous voyez, des biens qui permettent de satisfaire les besoins, on en a différentes sortes, donc de consommation, de production ou intermédiaire. On a des biens matériels, immatériels, etc. Voilà. L'idée est surtout de se dire que chaque bien a normalement une valeur. Il y a des biens quasi gratuits qui existent, enfin gratuits ou quasi gratuits. On pourrait penser par exemple à l'air. L'air que l'on respire actuellement, il n'est pas nécessairement payant. Et pourtant, dites-vous bien qu'il y a un moment donné où, dans des pays extrêmement pollués, il y a un marché qui se développe actuellement où vous pouvez aller dans des centres, voilà, dans des sortes de magasins, de boutiques, si on veut, où, grâce à un système de capsules, de masques, etc., on vous propose de respirer un air qui est plus pur que celui que vous avez dehors, qui est extrêmement pollué. Donc, comme quoi, tout peut, à un moment donné, finalement, presque devenir un bien marchand. C'est le cas, par exemple, pour l'eau. Regardez l'eau. Dans l'idée, au robinet, vous ouvrez, vous avez de l'eau. Vous allez me dire, oui, mais l'eau du robinet, on la paye. C'est vrai. Mais comme on est dans un système de service public, on la paye en fonction un peu de ses ressources. Il y a des aides quand même pour ceux qui n'ont peu de moyens financiers. Et on va dire qu'on est quand même sur un bien assez peu cher. Mon point étant que malgré le fait qu'on a de l'eau potable au robinet, il y a un marché extrêmement important d'eau minérale en vente en supermarché. Donc tout peut à un moment donné être à la fois un petit peu mixte. Maintenant que nous avons vu donc un petit peu les bases de l'activité, on va parler des agents économiques. Ce qu'on appelle agents économiques, c'est des individus ou des groupements d'individus qui vont nous simplifier un petit peu les analyses en économie. En l'occurrence, on va avoir 6 agents économiques. Le premier, c'est le secteur plutôt des sociétés non financières. Donc vous avez des exemples ici. Une société non financière, autrement dit, c'est une entreprise qui va produire des services vraiment marchands, mais non financiers, puisqu'on est en société non financière, dans un but lucratif. Donc le but lucratif, c'est vraiment de tirer un profit de cette vente. Et les ressources de ces entreprises sont globalement leur chiffre d'affaires et leurs bénéfices, leur trésorerie. Ensuite, on a du coup les sociétés plutôt financières, ce qu'on va appeler donc du coup plutôt les banques, mais banques et assurances. Donc quelles sont leurs fonctions? Financer, donc c'est-à-dire faire l'intermédiaire entre les agents en capacité de financement et les agents qui ont un besoin de financement. Donc ils vont investir, faire fructifier une épargne ou bien prêter de l'argent. Et puis aussi l'assurance. Donc là, c'est plutôt tout ce qui va être couverture des risques. Vous avez très certainement en tête l'idée de comment fonctionne une assurance voiture ou une assurance maison. Et donc là, leur ressource principale, ça va être les dépôts collectés. Donc c'est-à-dire qu'on verse une prime ou alors il y a carrément pour les banques un tarif bancaire. Par exemple, on vous facture l'octroi de votre carte bancaire pour X montant par mois, etc. Et souvent, ces sociétés financières-là, pour se permettre justement de se prémunir contre les risques, et donc pour toujours avoir une liquidité, elles vont en général faire fructifier l'argent sur les marchés financiers ou bien par un système aussi de notation et de taux d'intérêt. Par exemple, quand vous empruntez de l'argent à une banque, pour qu'elle se couvre un petit peu du risque et que peut-être vous n'allez pas la rembourser, elle va appliquer un taux d'intérêt qui va être fonction de votre situation financière de départ. Et du coup, vous allez rembourser plus évidemment que ce qu'elle nous vous a prêté au départ.
Ensuite, en troisième catégorie, nous avons les ménages. Donc les ménages, c'est vous, c'est moi, c'est les gens, entre guillemets. Hein. Mais aussi, attention à ne pas oublier, les entrepreneurs individuels. Un entrepreneur individuel, c'est une entreprise, on va dire, mais qui n'a pas la même structure juridique, fiscale, etc. Donc qui est considéré comme un ménage. Et donc, on va définir le ménage comme toutes les personnes vivant sous un même toit qui est ou non un lien de parenté. Donc, par exemple, si vous êtes en colocation actuellement, vous êtes un ménage avec votre colocataire. Voilà, on vous considérera comme étant un ménage. Donc, voilà. Quelle est la fonction des ménages dans l'économie ? Ça va être de consommer, hein, principalement. Ça peut être donc de produire pour les entrepreneurs individuels. Et puis leurs ressources, ça va être tout ce qui va être la rémunération du travail, donc les salaires, hein, mais du capital aussi. Donc c'est-à-dire si vous êtes par exemple propriétaire d'un appartement que vous louez, vous allez avoir des loyers. Les loyers, c'est ce qu'on appelle un revenu du capital, de la terre aussi. On pensera aussi par exemple aux agriculteurs qui sont en entreprise individuelle pour les petits producteurs. Et puis tout ce qui va être transferts sociaux, ce qu'on appelle les transferts sociaux en l'occurrence, ça va être par exemple les APL, les allocations familiales, les allocations chômage, etc. Ou les produits évidemment de la vente pour les entrepreneurs individuels. Ensuite, nous avons les administrations publiques. Donc ça va être l'État, ça va être les mairies, les régions, les départements, etc. Donc ce sont des organisations à but non lucratif dont la fonction va consister à produire tout ce qui va être non marchand. Donc des services qui sont non marchands. Ça va être aussi la redistribution des revenus dits primaires, donc les revenus du salaire, etc. qu'on a vu auparavant. Donc par exemple, comme je disais déjà avant, hein, les APL, les allocations chômage, etc. Ils vont redistribuer en fonction de qui a besoin. Et puis ça va être aussi un rôle de régulateur. En l'occurrence, c'est l'État qui, grâce à la législation, va venir un petit peu faire en sorte que les activités économiques sur le territoire respectent certaines règles. Donc ça peut être des règles fiscales, ça peut être des règles aussi au niveau des salariés sur le temps de travail, sur tout un tas de choses, hein, vous vous doutez bien. Et également pour les relations entre les entreprises. Souvent quand même le but principal est de protéger le consommateur. Donc c'est-à-dire par exemple qu'il y a tout un tas de lois, je parle bien en France, hein, attention, qui vont aller réglementer ce que les entreprises peuvent faire entre elles comme accord pour ne pas, ce qu'on appelle fausser le marché. Alors on reviendra dans le chapitre 3 sur les marchés, mais par exemple ça va consister à tout ce qui est système de loi contre les concurrences déloyales ou des choses comme ça, ou les ententes illégales, etc. Et donc, comment toutes ces administrations publiques vont financer un petit peu leurs activités ? Via les prélèvements obligatoires, donc tout simplement les impôts, les taxes et puis les cotisations sociales, notamment les charges salariales et les charges patronales sur les salaires. Donc par exemple, les administrations publiques centrales, donc vraiment l'État, va gérer les universités, Pôle emploi, des choses comme ça. Et puis, les administrations publiques plutôt locales vont pouvoir gérer tout ce qui va être sécurité sociale. Par exemple, les départements gèrent les collèges, les régions gèrent les lycées, etc. Ensuite, on retrouve un nom un petit peu barbare, les institutions sans but lucratif au service des ménages. C'est un nom barbare pour dire les associations, en gros. Donc ce sont des organisations plutôt privées à but non lucratif. Donc là, on ne cherche pas à faire de l'argent du tout. Et ça va être des produits et des services non marchands aussi, mais qui vont bénéficier soit juste à leurs membres, soit à la collectivité. Donc par exemple, tout ce qui va être associations sportives, mais aussi d'autres plus grosses associations caritatives. Leur financement provient des versements volontaires de leurs membres, des dons, des subventions publiques, d'appels à projets, de levée de fonds, etc.
Et puis on a ce qu'on appelle le reste du monde. Donc en gros, c'est vrai que nous on se concentre sur l'économie en France. Et puis tout ce qui n'est pas la France, c'est le reste du monde. Donc il n'y a pas forcément là ni de fonction ni de ressources, mais dès l'instant où on va parler d'un autre pays ou d'une autre regroupement de pays, on va être sur le reste du monde. Voyons maintenant un petit peu les agrégats économiques. Donc on va partir sur l'agrégat principal dont on parle un petit peu tout le temps à la télé et en économie, le PIB, donc le produit intérieur brut. C'est l'indice de base de référence quand on parle d'économie. Vous en avez forcément déjà entendu parler, que vous ayez fait auparavant de l'économie ou non, le PIB par-ci, le PIB par-là. Mais alors c'est quoi ? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est déjà que c'est un agrégat. En fait, c'est une addition de choses qui forment le produit intérieur brut. Et en l'occurrence, ça va être la somme des valeurs ajoutées qui sont produites sur un territoire donné, sur une période donnée. Alors, découpons un petit peu tout ça. Qu'est-ce que la valeur ajoutée ? La valeur ajoutée, c'est tout ce qui va améliorer ou redonner plus de valeur dans un système de production pour une entreprise. Par exemple, je suis un menuisier, j'achète des morceaux de bois bruts, je vais les transformer pour en faire des meubles. Ma valeur ajoutée, c'est justement la différence entre le prix de base de mes bouts de bois bruts, tout moches, et le prix auquel je vais vendre mon meuble super joli derrière. Il y a forcément un prix qui va être différent puisqu'il y aura eu transformation, amélioration du produit de base. Donc ça, c'est ma valeur ajoutée. Souvent, ce qu'on donne comme calcul de base pour la valeur ajoutée, c'est le chiffre d'affaires, donc c'est-à-dire le prix de vente multiplié par la quantité vendue, moins ce qu'on appelle les consommations intermédiaires. Et donc dans les consommations intermédiaires, on va prendre tout ce qui est détruit lors du processus de production. Donc voilà, donc en gros, comme je reprenais dans mon exemple, la différence entre à quel prix je vends mon meuble, moins à quel prix j'avais acheté mes petits bouts de bois. Voilà. Et donc, ça c'est pour une entreprise, une valeur ajoutée. Et vous allez décider que, on va prendre un exemple très simple, vous voulez calculer le PIB de la France en 2022, vous allez prendre toutes les valeurs ajoutées de toutes les entreprises du territoire français sur toute l'année, depuis le 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2022, vous allez tout additionner et ce sera ça votre PIB. Et bien sûr, vous pouvez faire des PIB intermédiaires, vous pouvez le faire par mois, par trimestre, vous pouvez le faire au niveau de la France métropolitaine ou de la France avec les DOM-TOM, vous pouvez le faire par région, par département, voilà, vous pouvez tout faire. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est à quoi ça sert d'avoir cette valeur-là. Eh bien, c'est un indicateur de richesse économique créé sur un territoire donné pour une période donnée. Et donc, l'idée, c'est que en tant que tel, il ne sert pas forcément à grand-chose, mais s'il augmente ou s'il diminue, par rapport forcément à la période d'avant ou par rapport en le comparant à un autre pays par exemple, ça va nous donner justement un indicateur. S'il augmente, ça veut dire qu'on produit plus de richesse économique. Généralement, c'est un bon indicateur s'il augmente. S'il diminue, c'est qu'on produit moins. C'est ce qui s'est passé par exemple quand il y a eu le confinement. Il y a eu une chute drastique du PIB parce que la production a été à l'arrêt sur de nombreux secteurs d'activité. Voilà un petit peu. On va du coup essayer quand même d'affiner un petit peu les choses. On va avoir, on va dire, deux types de PIB qui vont nous intéresser, le PIB marchand et le PIB non marchand. Donc le PIB non marchand, ça va être plutôt tout ce qui va être réalisé par les administrations publiques, tout ce qui va être sur des produits, des productions à très faible prix
donc ce qu'on appelle les biens quasi gratuits, tout ce qui va être aussi services dits non marchands, hein, qui vont aller sur l'ensemble de la société, comme par exemple l'enseignement, la sécurité, etc. Et puis on a le produit marchand qui est tout le reste. Bon. Donc je viens de vous expliquer un petit peu voilà, que le PIB en tant que tel, c'est très difficile à s'en servir, qu'il va falloir le comparer. Mais évidemment, toute comparaison entraîne des petits défauts. Par exemple, vous avez forcément entendu parler de l'inflation. En ce moment, on en parle énormément. L'inflation, c'est la hausse des prix. Si vous vous souvenez un petit peu de la formule magique que je vous ai donnée pour calculer le PIB, je vous ai dit qu'on partait de la somme des valeurs ajoutées, et je vous ai dit que dans les valeurs ajoutées, il y avait le chiffre d'affaires. Et que le chiffre d'affaires, il était composé du prix de vente multiplié par la quantité vendue. Mais ce prix de vente, en cas d'inflation, il va forcément augmenter, mécaniquement. Et donc, mécaniquement, votre valeur ajoutée va avoir une valeur supérieure à l'année dernière. Et donc, votre PIB va augmenter également. Sauf qu'en vrai, vous aurez peut-être fait exactement le même nombre de meubles, pour reprendre mon exemple. C'est pour ça qu'on va distinguer deux types de PIB. Le PIB dit en valeur, donc qui est calculé, voilà, comme normalement, comme ça, classiquement, tout simplement, et qui donc du coup a forcément le défaut d'augmenter mécaniquement avec l'inflation. Et justement, pour se dire, ben oui, mais si je veux avoir quelque chose quand même d'un petit peu comparable, si je veux savoir si c'est vraiment ma production qui a augmenté, il faut que j'arrive à enlever cet effet de l'inflation-là. Et c'est pour ça qu'on a le PIB en volume. On dit qu'il est calculé en euros constants. Donc l'idée étant d'éliminer l'inflation, on va prendre une année de référence pour les prix. Et par exemple, on va se dire, on part sur l'année 2005. En 2005, le prix de la baguette de pain était de 1 euro, par exemple. Je garde mon idée que ma baguette est de 1 euro. En 2005, mon PIB pour le pain, c'était X baguettes fois 1 euro. Ça me donnait un PIB. 2022, pour pouvoir comparer réellement si c'est vraiment une production qui a augmenté ou si c'est juste le prix, je ne vais pas faire mes quantités fois le prix de la baguette actuelle qui doit être à 1,20 € par exemple. Non, je vais reprendre le prix de départ de 2005, 1 euro. Et là, je pourrais comparer les deux. Et là, en fait, je saurais dire, est-ce que c'est parce que mon prix de vente a augmenté que mon PIB a augmenté, ou est-ce que c'est parce que j'arrive vraiment à produire plus? Et là, on a des choses qui sont un petit peu plus réelles et un petit peu plus intéressantes. Donc voilà un petit peu pour les deux idées de PIB. Et donc forcément, ce qu'on appelle le PIB nous sert de base pour ce qu'on appelle la croissance. Puisque la croissance, c'est justement le taux d'évolution en fait du PIB, soit sur l'année, soit sur le trimestre, etc. On a aussi un autre petit truc qu'on peut calculer avec le PIB, c'est le PIB en PPA, donc en parité de pouvoir d'achat. Et là, ça va permettre de faire plutôt un indicateur de niveau de vie et de faire des comparaisons entre les pays. Donc souvent en général, c'est sur la base du dollar, mais on a aussi des PIB PPA qui sont faits aussi en Big Mac par exemple. Je vous en montrerai des exemples si ça vous intéresse. Donc maintenant, on va justement regarder un tout petit peu une courbe de l'évolution du PIB. Et en fait, vous allez voir que pour comprendre un peu l'économie et les fluctuations, c'est très intéressant de connaître un minimum son histoire. Parce que vous voyez, donc les grosses chutes rouges, tout simplement, on sait qu'il y a eu par exemple de très grosses grèves en mai 68 en France, qui ont pas mal paralysé le pays, et donc ça explique cette chute-là dans la production. En 74, on a eu les chocs pétroliers. En 2009, on a eu la crise financière qui s'est mise sur un très long terme. Et vous voyez que forcément, là, en 2020, premier trimestre 2020, la crise du coronavirus aussi. Alors, j'ai pas d'échelle plus lointaine, mais vous verrez que ça a continué et vous verrez qu'après, il y a eu une reprise économique.
Bien sûr, le PIB, ça mesure que ce qui est fait sur notre territoire. Donc, pour pouvoir aussi savoir ce que nos entreprises françaises, par exemple, font à l'étranger, pour avoir une idée un petit peu plus globale, on va avoir le produit national brut, le PNB. Et donc le PNB reprend le PIB classique, mais va venir ajouter tous les revenus du travail et de la propriété qui sont reçus du reste du monde. On enlève par contre tout ce qui va être versé au reste du monde. Et là, du coup, on va avoir quelque chose qui va être beaucoup plus lié à la nationalité. Les limites du PIB, parce qu'il en existe quand même, c'est que ça inclut des activités économiques qui sont nuisibles au bien-être, comme par exemple l'armement. Et puis, il ne tient pas compte du tout de la dégradation, par exemple, de l'environnement ou de la redistribution équitable dans les richesses. Donc, s'il y a un fort taux de chômage, le PIB ne le montre pas. Si vous avez un fort taux de pauvreté, le PIB ne vous le dira pas non plus. Il y a beaucoup de productions non rémunérées, comme par exemple le bénévolat ou le travail domestique, tout simplement, qui ne sont pas inclus dans le PIB. Or, ce sont pourtant des productions qui sont essentielles à la vie du pays. Et puis, il n'y a absolument aucune notion de bien-être qui est pris en compte. Les temps de loisirs, la santé, etc., tout ça dans le PIB, vous ne le retrouvez pas. Donc c'est vrai que c'est quand même de grosses limites à ce niveau-là. Donc par exemple, l'économie souterraine, on voit bien qu'il y a toute une partie d'activités qui vont être illicites, des entreprises qui sont clandestines par exemple ou dissimulées, qui elles ne vont pas du tout entrer dans le PIB. Donc tout ce qui va être par exemple lié au vol, au recel, aux stupéfiants, etc. Et donc forcément c'est un petit peu gênant, parce que ça ne rentre pas du tout dans le PIB. Au contraire, par contre, il peut y avoir des actions, des entreprises qui sont des entreprises plutôt de blanchiment d'argent qui vont être prises dans le PIB, alors que ce sont des activités qui ne sont pas bonnes. Bon, c'est un tout petit peu compliqué parfois. On a quelques autres, du coup, agrégats pour aller un petit peu plus loin, pour affiner, pour essayer de pallier justement les fameux défauts que je pointais tout à l'heure. Et donc notamment ce qu'on appelle l'IDH, donc l'indicateur de développement humain. Là, l'idée, c'est vraiment de pallier aux défauts du PIB qui ne se concentre pas du tout sur le niveau de vie des habitants. Et là, on va justement calculer le niveau de vie en faisant PIB par habitant. Bon, il y a encore des défauts parce qu'il y a toujours les mêmes défauts du PIB. Mais on va aller inclure deux autres variables, du coup, qui sont donc le niveau sanitaire. Donc le niveau sanitaire, en l'occurrence, il va être calculé en prenant l'espérance de vie à la naissance de la population. Et puis le niveau d'éducation aussi, donc qui va être mesuré en l'occurrence par un taux d'alphabétisation et de scolarisation de la population. Il y a encore forcément des défauts, mais il faut bien s'imaginer qu'un agrégat et que mettre un chiffre sur des humains, c'est toujours compliqué. On ne peut pas avoir un indicateur, je pense, parfait ultime. Et ensuite, on a l'IPH, donc l'indicateur de pauvreté humaine. On va en avoir deux. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a des niveaux de développement qui sont différents entre les pays. Et donc, on va adapter notre calcul d'IPH en fonction du pays dans lequel on se trouve. Pour les pays qui sont déjà développés, comme par exemple la France, on va avoir 4 critères qui vont être le risque à la naissance de ne pas dépasser 60 ans, le taux d'analphabétisation des adultes, le taux de pauvreté, donc le pourcentage de personnes qui sont en dessous d'un seuil de pauvreté, et vous imaginez bien que le seuil de pauvreté, il est déterminé déjà à l'avance, et puis ce qu'on appelle le taux de chômage longue durée, donc c'est-à-dire un taux de chômage quand vous êtes à plus d'un an de recherche d'emploi. Pour les pays qui sont plus en voie de développement, on va se baser sur d'autres critères qui vont se ressembler, mais qui sont quand même un petit peu différents. Ça va être l'éducation de façon plus simple.
Ça va être la longévité, mais en prenant cette fois-ci la barre des 40 ans, en termes de risque de ne pas dépasser 40 ans à la naissance. Ça va être l'emploi tout court. Et puis ça va être beaucoup les conditions de vie, donc l'accès notamment à de l'eau potable par exemple, la malnutrition, les risques de famine, les services de santé, etc. Et puis pour pallier un petit peu aussi à ce que je vous disais concernant le fait que le PIB ne prend pas du tout en compte tout ce qui va être destruction de la nature, on a d'autres outils qui commencent à se développer de plus en plus pour tout ce qui va être empreinte écologique, empreinte carbone. Il y a par exemple maintenant le carbon footprint, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est un outil de calcul, vraiment, voilà, de ces émissions carbone, et qui a fait ce petit schéma-là, qui vous montre un petit peu qui est le plus grand émetteur en termes de pays, mais surtout d'où proviennent les émissions. Donc en l'occurrence, on voit que c'est majoritairement quand même l'industrie, les énergies, qui sont toutes ici, le transport par la route, les forêts, puis l'agriculture surtout, qui produit quand même beaucoup en termes d'impact carbone. Tout ce qui va être habitation, tout ce qui va être production, transmission dans le terme de fuel, tout ce qui va être aviation, pétrole, et puis après tous les déchets, etc. Et donc, ils ont fait un petit... Ils ont un petit système que vous pouvez aller faire comme exercice, qui peut être juste par curiosité si ça vous intéresse. Vous pouvez aller rentrer un petit peu votre mode de vie, ils vont vous poser des questions, et puis ils vont vous donner un petit peu un indicateur de, ben voilà, si tout le monde vivait comme vous, il faudrait X planètes pour pouvoir réussir à survivre. Ils ont fait des moyennes, et en l'occurrence, si tout le monde vivait comme un Français moyen, il faudrait 3 équivalences de la Terre pour pouvoir répondre à tous ces besoins-là. Alors, c'est 4 pour les Américains et c'est 2 tiers seulement pour les Indonésiens. Et par exemple, ils donnent quand même des pistes aussi de quoi sont composées les empreintes carbone des Français et qu'est-ce qu'on peut faire comme impact pour essayer de réduire son empreinte carbone. Majoritairement, il n'y a pas de grosses surprises, c'est les voitures et du coup forcément tout ce qui est pétrole, essence, etc. qui vont venir en premier. Ça va aussi être les énergies, tout ce qui va être technologie, donc Internet, bien sûr, qu'on consomme pas mal, mais aussi, surtout, tous les téléphones, les ordinateurs, etc. Il faut savoir que pour les composants électroniques, on a des mines qui sont dans des pays, souvent en Asie d'ailleurs, c'est des produits, des composants chimiques qui se retrouvent là-bas. Je pense aux mines de silicium de mémoire. Et donc non seulement c'est une exploitation qui n'est pas forcément très éthique, mais en plus ce sont des ressources qu'on vient à épuiser aussi, d'où forcément une empreinte carbone qui est forte, puisque en plus pour le faire venir jusqu'en France, vous vous doutez bien que ça ne vient pas à pied. On va avoir quand même un petit peu aussi les avions, et puis après on retrouve tout ce qui va être alimentation. Faut savoir que c'est vrai que la consommation de viande par exemple fait beaucoup d'empreintes carbone. Voilà un petit peu pour cette introduction. J'espère que ça remet quelques bases, que ça vous intéresse un petit peu, que ça vous donne des pistes, que vous avez envie d'explorer. Et puis n'hésitez pas à poser des questions si vous voulez qu'on aille un petit peu plus loin sur certains points.